Et que donc, quel est le message que la France souhaite faire porter au niveau européen? Parce que c'est peut-être la question de l'immigration, par exemple. Je crois que c'était la présidence finlandaise qui avait mis en place la dimension nordique de l'Union européenne, dont le message, au-delà des politiques concrètes qui n'ont pas tellement vu le jour, était on ne peut pas construire l'Europe sans faire un partenariat stratégique digne de ce nom avec la Russie. D'abord parce que c'est un grand voisin européen, deuxièmement parce qu'il y a la problématique énergétique derrière, et que donc le message de cette présidence-là, c'était celui-là. Il y avait un message fort de politique générale, de visée stratégique, et comme la présidence du Conseil a donc ce volet communication, quel va être le message de la France, s'il est déjà défini? Pendant ces 6 mois, c'est lui qui va, en quelque sorte, aussi incarner l'Union européenne, parce qu'il va aller représenter l'Union européenne dans les sommets internationaux. C'est lui qui va évidemment faire avancer aussi les négociations au Conseil, avec la Commission parlementaire, etc. Donc bien entendu, il y aura une stratégie globale. Et il y aura ces fameuses 4 priorités dont on a parlé. Mais bien entendu, la présidence française va parler de tout. C'est-à-dire que dans notre programme de travail, à l'élaboration duquel d'ailleurs le SGE, auquel j'appartiens, travaille activement avec les ministères, il y aura tout dedans. Ce sera un programme de travail exhaustif. Vous avez parlé tout à l'heure de savoir se départir de l'intérêt particulier, donc national, pour viser l'intérêt européen. La question que je me pose, c'est sur certains sujets, comme le développement durable, ça me paraît assez évident de voir quel est l'intérêt général. On a tous intérêt à ce qu'il n'y ait pas de réchauffement climatique. Mais sur d'autres sujets, est-ce que vous avez des pistes pour justement nommer l'intérêt général? Est-ce que c'est une synthèse des intérêts particuliers de 27 et puis on arrive à un compromis? Est-ce que c'est quelque chose... Enfin, quel instrument de mesure ou quel moteur peut permettre de déterminer ce qu'est un intérêt général européen? Je prends l'exemple de la pêche, quand je vois par exemple les pays du Nord, les pays du Sud qui n'ont pas du tout les mêmes habitudes de pêche, qui a raison, qui a tort, qui porte l'intérêt européen? Aussi la manière dont se bâtit l'Europe au quotidien, parce que dès lors qu'on accepte d'être partie prenante, c'est-à-dire de se mettre autour de la table et discuter, c'est qu'on accepte d'entrée de jeu, je dirais, d'être partie aussi au compromis. Le compromis, c'est qu'il va falloir accepter, je dirais, de faire des sacrifices. Le bon compromis, parfois, j'entends dire à Bruxelles, c'est celui dont c'est l'accord qui ne satisfait totalement personne. Parce que chacun y laisse un peu de soi. Mais la question de Rodolphe est pertinente parce que si on prend le volet énergétique, c'est-à-dire que tous les pays, dans tous les pays européens dans la presse, on lit oui, un des enjeux majeurs pour l'Europe, c'est la sécurité des approvisionnements. Bon, bien, tout le monde est d'accord là-dessus, c'est comme l'Europe de la défense. Ensuite, étape number 2, on agit. Et il se trouve que personne n'est d'accord sur la définition de la sécurité énergétique. Il y a 3 définitions possibles. Il y a les pays qui veulent constituer des stocks stratégiques. Il y a les autres pour qui la sécurité énergétique se définit en termes d'interdiction des autres sociétés étrangères de prendre des participations dans les réseaux de distribution gaziers ou dans les oléoducs. Pour d'autres, ce sera, ça c'est ce qu'on appelle la vision chinoise, d'aller prendre un maximum de parts dans l'exploitation des champs pétrolifères ou des réserves gazières partout dans le monde, en Afrique notamment, et qu'en Europe, personne ne se met d'accord sur la définition même de ce qu'est la sécurité des approvisionnements. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, sur ce sujet, on fonctionne complètement bilatéral. Et voir, d'ailleurs, les intérêts nationaux priment toujours, puisque personne ne se met d'accord pour définir une politique énergétique européenne. Tout le monde est dans la compétition. Donc ça rejoint complètement et ça se joue beaucoup en rapport de force pour le moment. Mais précis, le meilleur compromis possible. Et c'est là qu'on revient à notre affaire de présidence du Conseil, puisque c'est la présidence qui fixe l'ordre du jour, c'est la présidence qui mène les débats, les négociations, et qui peut, au fur et à mesure de l'évolution des discussions, en voyant les positions des uns et des autres s'exprimer, essayer d'atteindre le texte qui va permettre d'assembler une majorité d'États membres, le plus grand nombre en tout cas.
Non, je voulais juste rebondir sur la question de l'influence, puisque Alain Lamassoure a donné une conférence la semaine dernière à l'IHEDN et a beaucoup insisté là-dessus en disant qu'effectivement on n'était pas influent sur la scène internationale si on ne proposait pas. Il y a certains pays qui ont adopté une stratégie d'opposition systématique à tous les dossiers. Alors ils font beaucoup de bruit. En termes, la capacité d'influence se mesure toujours à notre capacité à faire pousser le dossier pour un pays ou à un niveau individuel. C'est comme ça qu'on mesure la valeur de son réseau. Au niveau européen, Alain Lamassoure avait insisté sur le fait que l'agenda international, ce n'est pas l'Europe qui le fixe pour le moment, il est dicté souvent d'ailleurs par les États-Unis, et il stigmatisait le fait que les États n'arrivent pas à définir très clairement les priorités en termes de politique étrangère pour l'Europe. Elles sont claires, hein. C'est le Kosovo en premier, c'est à nous de gérer cette situation, et c'est là-dessus que la politique étrangère européenne et donc l'influence de l'Europe va se jouer. Donc ma question, elle est après, une fois que le traité de Lisbonne sera en vigueur, et une fois qu'on fonctionnera avec ce système-là, comment on va définir enfin clairement un agenda européen qui réunisse les 27 pays sur un consensus en disant la priorité numéro 1 c'est celle-là, ensuite c'est celle-là, ensuite c'est celle-là, et comment ça va se faire surtout avec une articulation institutionnelle qui est quand même pas claire du tout, d'ailleurs tu l'as dit tout à l'heure, entre la répartition des tâches sur la politique étrangère où c'est pas très clair, oui. Moi je crois qu'il faut bien avoir à l'esprit pour l'émergence d'une diplomatie européenne qu'elle va aussi se heurter, toute naissante qu'elle sera quand on mettra en œuvre le traité de Lisbonne, aux grandes chancelleries européennes. C'est évident que la diplomatie au Royaume-Uni, allemande, française, pour ne citer que ces trois-là, est essentielle. Et qu'il va bien falloir à un moment donné qu'on trouve un système pour définir des positions communes et éviter ce qu'on a pu connaître il y a quelques années, sur l'Irak par exemple, avec un pays qui part dans un sens, un autre, etc. Une espèce de cacophonie. Donc je pense qu'il va y avoir surtout un rôle de coordination à l'échelon européen, mais pas de définition d'une position européenne pour le compte des autres. Ce que je veux dire, c'est que... C'est pas la définition d'une position, c'est la définition d'un agenda. Voilà, c'est pas de se substituer aux autres. Enfin, ça, je pense que c'est un point important, parce qu'il y aura toujours, bien sûr, l'expression d'une diplomatie française, etc., ou allemande. Pour ce qui est de l'agenda européen, là encore, je pense que tout ça va vraiment se stabiliser avec la présidence du Conseil européen, qui d'une certaine façon répondra aussi à la Commission. Parce que pour la première fois, on aura équivalence entre le mandat de la Commission d'un côté et celui du président du Conseil de l'autre. Donc forcément, et bien sûr, j'oublie le mandat du Parlement européen, donc je dirais qu'ils seront tous sur un plan d'égalité. Donc forcément, ils seront, j'allais dire, condamnés à se mettre d'accord sur les sujets à traiter. Alors la manière de les aborder, après, là je dirais que bon, ça va relever aussi des sensibilités de chacun, des équilibres. Bon, on voit bien, par exemple, je citerai juste ce cas-là, au sein du Conseil aujourd'hui à 27, ça devient vraiment difficile. C'est-à-dire que vous avez en gros 27 monologues, pas même 28, parce qu'il faut ajouter la commission. C'est un peu pénible. Je pense que l'avenir, d'une certaine manière, au sein du Conseil, c'est d'adopter peut-être un mode de travail parlementaire. Et c'est pour ça que, d'une certaine manière, aujourd'hui, l'institution qui, entre guillemets, s'en sort le mieux dans l'évolution des choses, c'est le Parlement européen, parce qu'il est peut-être plus adapté dans son mode de fonctionnement, et il a la pratique, l'expérience, disons, depuis longtemps, de ce mode de travail. Enfin, tout ça pour dire qu'effectivement, les trois institutions majeures vont devoir forcément travailler ensemble et se mettre d'accord sur l'agenda européen. Parce que pour s'identifier nous-mêmes, je pense qu'on a besoin de ça. Je prends l'exemple tout simple, tragique, mais ce cas du Darfour, où l'Europe, effectivement, est attendue, et on ne peut pas uniquement se contenter de dire, comme souvent, c'est la France et le Royaume-Uni, et puis dans une bonne mesure les autres. Il faut vraiment que
dans ce genre de crise, on ait une réponse collective, qui soit celle des Européens. Et je reviens à notre préoccupation tout à l'heure, dès lors qu'on se met d'accord sur ce principe, tout le monde participe, tout le monde finance.